Hey, bon matin le voisin! Quand on fait du A-Star Pathfinding, une étape qui est très importante, c'est de savoir quels sont les voisins de chacune de nos cases, pour qu'on puisse ensuite sauter d'une case à l'autre pour se rendre jusqu'à la destination. Et c'est donc ça qu'on va faire comme la première étape de notre Pathfinding. On va trouver les voisins de chacune de nos cases pour chacun de nos grid types. Et ensuite, on s'ajoute un bouton dans le menu pour pouvoir tester tout ça. Donc, on est parti! Ok, donc dans Unreal, la première chose qu'on va faire, c'est se créer notre action. Comme ça, on va pouvoir créer notre bouton dans l'interface et pouvoir tester le plus rapidement possible. Donc, dans notre dossier de Player, dans nos actions, je me suis créé un nouveau dossier que j'ai nommé Pathfinding. Et comme je suis paresseux, je vais aller dans mon dossier de grille, je vais prendre mon action qui sélectionne des cases et le copier dans mon dossier de Pathfinding, Copy Here. Ensuite, j'ai renommé mon action action_ShowTileNeighbors, et ensuite on peut l'ouvrir. Et ensuite, dans la fonction d'execute action, je vais supprimer tout ça ici, je pense, on va dire. On va juste garder le add state to tile, parce qu'on va faire la même chose, mais pour les neighbors et non les selected. Mais vu qu'on n'a pas la valeur dans notre enum encore pour le isNeighbor, on va aller l'ajouter. Donc je vais retourner dans mon entry, dans mon grid, grid utilities et ouvrir le eTileState enum. Et ici, je me suis rajouté un quatrième state pour le isNeighbor. On peut sauvegarder l'enum et le fermer. Et maintenant, de retour dans notre fonction d'execute action, on va s'assurer que la loop fonctionne. Donc pour ça, on va juste commencer par changer le state pour le nouveau state qu'on vient de créer, donc isNeighbor. Je peux enlever le selected tile ici qu'on n'en aura pas besoin. À la place, on va prendre l'index qui nous vient en input et on va le connecter au début de la fonction, comme ça ici. Et la dernière chose qu'il faut changer, c'est la couleur qui va être appliquée à nos cases lorsqu'on sélecte le isNeighborState ici. Et cette couleur est appliquée dans le GridMeshInst, donc on va aller dedans. On va aller retourner dans Entry, dans Grid, Utilities, ici, on peut ouvrir le BP GridMeshInst. Et ici à l'intérieur, à gauche, on peut ouvrir notre fonction getColorFromStates qui nous apporte ici où est-ce qu'on sélectionne notre couleur. Et ici, j'ai changé la couleur de mon isNeighbor pour une teinte de rose et ensuite, je peux aller dans mon makeArray, ajouter une pin et ajouter le isNeighbor en troisième index comme ceci. On peut maintenant compiler, sauvegarder et fermer ce blueprint. Et voilà, notre loop est bientôt fini. Il reste seulement à ajouter le bouton dans l'interface. Donc, je vais retourner dans Entry, aller dans mes debug menus Action et en fait, je vais dupliquer un bouton qui existe déjà. Donc, je vais dupliquer le bouton Action Increase Decrease Tile Height. Je l'ai renommé button_action_ShowTileNeighbors et on peut ouvrir le widget. Dans les designers ici, j'ai renommé mon bouton pour qu'il soit écrit ShowTileNeighbors. J'ai aussi changé le texte qui est écrit sur mon bouton ici en haut à droite pour que ce soit ShowTileNeighbors. Puis j'ai changé le left click action pour qu'il soit ShowTileNeighbors. Le right click action, je l'ai mis à none parce qu'on n'en aura pas besoin. Et ensuite, on peut aller dans le graphe. Et ici, on va pas mal avoir besoin de tout ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va pas l'utiliser. Donc, je vais juste déconnecter ma séquence comme ceci. Et c'est tout pour l'instant, donc on va juste le compiler, le sauvegarder et aller l'ajouter dans notre interface. Donc je vais retourner dans mon debug menu, dans mes tabs, je vais ouvrir ma table de Pathfinding. Ensuite, on peut prendre notre bouton dans les User Created à gauche et le mettre dans notre vertical box. Et ensuite, on peut ajouter un petit 2 de padding pour qu'il soit pareil à l'autre, comme ça. Et maintenant, on est prêt à aller tester. Donc, on peut juste compiler, sauvegarder, retourner dans le level Faire Play. On a notre table de Pathfinding qu'on peut sélectionner et ensuite, on peut sélectionner notre action. Et ici, si je dessine sur ma grille, on va voir que l'action exécute pas vraiment ce qu'on veut que ça fasse. Ça fait juste changer la couleur de nos cases, mais au moins les couleurs ont les couleurs de notre nouveau state qu'on vient de setter. Donc, elles sont roses comme qu'on avait indiqué pour notre state de isNeighbor. Et voilà, donc ça fonctionne, notre loop est exécuté au complet. Parfait, on peut faire ça. Donc, pour faire la logique de notre fonction, vu que ça va être concernant le pathfinding et qu'on va avoir beaucoup de code concernant le pathfinding, je pense que ce serait mieux de nous faire un nouveau blueprint. Donc, je vais aller dans le dossier de ma grille, donc dans Core Grid, et me créer un nouveau blueprint class de type acteur. Je l'ai nommé BP_grid pathfinding et on peut l'ouvrir. Et ici, la première chose qu'il va falloir faire, c'est avoir une référence de notre grille, un peu comme qu'on avait fait pour notre grid visual, qui sait avec quelle grille il travaille. On va faire la même chose pour le pathfinding. Donc, on se crée une nouvelle variable. J'ai nommé la variable grid et elle est de type bpgrid, ici en haut à droite. Et maintenant, on va aller ajouter notre pathfinding comme enfant de notre grille. Donc, je vais retourner dans Entry et ouvrir mon bpgrid. Et ici, je me suis ajouté un nouveau Child Actor Component en haut à gauche que j'ai nommé ChildActor_grid pathfinding et à droite, j'ai seté la classe de notre Child Actor pour qu'il soit le BP Grid Pathfinding qu'on vient de créer. Et maintenant, il faut aller lier notre grid pathfinding à notre grille et on va faire ça dans le construction script. Et on fait ça de cette façon, donc même chose qu'on a fait pour notre grid visuel, on prend notre grid pathfinding qui est notre component ici, on prend le child actor qui est à l'intérieur et on le caste pour grid pathfinding qui est la classe de notre blueprint. Ensuite, on set ça dans une variable que j'ai ici, donc une variable du blueprint qui s'appelle grid pathfinding et on en profite pour setter la variable grid qui se trouve à l'intérieur de grid pathfinding en utilisant self pour qu'ils utilisent cette grille-là ici. Et c'est tout pour la grid, on ne fera pas grand chose d'autre dedans aujourd'hui, donc on peut la compiler, la sauvegarder et la fermer. Ok, maintenant retour dans notre BP Grid Pathfinding. Maintenant que notre variable de grid est setée, on va pouvoir créer notre fonction pour accéder à nos voisins.
J'ai nommé la fonction getValidTileNeighbors parce qu'on va aussi regarder et faire sûr que les neighbors sont valides avant de les retourner. On lui passe un index en input qui est un endpoint et elle nous retourne une liste de endpoints qui s'agit des neighbors de notre case qu'on lui passe en input. Et ici, la première étape de notre fonction, c'est de regarder notre grid shape de notre grille, parce que le comportement va être différent dépendant si on a un square, hexagone ou un triangle, parce que les voisins changent. Par exemple, les squares ont 4 voisins, les hexagones en ont 6 et les triangles en ont 3, donc le return de notre fonction va être différent dépendant de tous nos voisins. Et on va commencer par le square parce que c'est le plus simple. Donc on va se créer une nouvelle fonction pour obtenir les index pour le square. J'ai nommé la fonction getNeighborIndexesForSquare. Je lui passe un index qui est un endpoint en input et je retourne une liste de endpoints pour les neighbors en output. Et pour ce qui est de la logique de la fonction, même si c'est très simple pour une grille qui est en carré, j'ai quand même pris un screenshot de notre grille en ce moment avec les index écrits sur nos cases et les cases qui sont highlightées pour m'en servir d'exemple. Et dans l'exemple d'ici, l'index qui nous intéresse, c'est l'index 00, qui est l'index qu'on reçoit en input, et ce qu'on veut retourner, c'est les 4 index ici, donc 01, 10, -10, 0, -1. Et en fait, ce screenshot nous dit exactement ce qu'il faut faire pour accéder à ces index. Pour avoir la case d'en haut, il faut seulement faire +1 sur le X. Pour la case à droite, il faut faire +1 sur le Y. Pour la case de gauche, il faut faire -1 sur le Y. Et pour la case de bas, il faut faire -1 sur le X. Et c'est à ça que ça ressemblerait dans le code. Donc pour la case qui est en haut, on fait +1 dans le X. Pour la case qui est à droite, on fait +1 dans le Y. Pour la case qui est en bas, on fait -1 dans le X. Et pour la case qui est à gauche, on fait -1 dans le Y. On les additionne tous avec le index qui est passé en input. On le fait dans un array et ensuite on le retourne. Et je vais aussi en profiter pour mettre la fonction pure parce que ça va être un peu plus simple à utiliser plus tard. Donc pure en haut à droite ici. Maintenant, on peut retourner dans notre fonction précédente et à la fin de notre fonction ici pour la pin de square, on peut retourner simplement les neighbors qui sont retournés par notre fonction getNeighborIndexesForSquare et on lui passe l'index pour qu'il sache de quel index qu'il s'agit. Je sais qu'ici on fait pas aucun check en ce moment pour faire sûr que les neighbors sont valides avant de les retourner, mais pour l'instant l'objectif c'est seulement de voir quelque chose dans l'écran, donc on va juste les retourner comme ça et on va focuser sur les checks un peu plus tard. Et justement, pour pouvoir afficher ces cases à l'écran, on va devoir retourner dans notre action showTileNeighbors et appeler notre nouvelle fonction dans notre pathfinding. Et c'est ce que je fais de cette façon. Donc à l'intérieur de notre grille, on accède au grid pathfinding et on appelle notre fonction getValidTileNeighbors qui nous retourne une liste d'index qu'on peut ensuite passer dans une for each loop pour tous les exécuter un par un et ajouter un state à chacune d'entre elles. Le state est le isNeighborState. Et maintenant, on peut voir ce que ça donne. Je vais retourner dans mon niveau et faire play, aller dans mon pathfinding et sélectionner mon showTileNeighbors. Et maintenant, si je clique sur ma grille, on voit que ça highlight les cases neighbors de ma case qui est overed. Mais par contre, ici, on voit que ça ne clear pas les states qu'on avait ajoutés à nos tiles les actions précédentes, donc on va aller faire ça rapidement. Je vais faire stop. Et on va aller faire ça dans notre BP Grid. Donc, je sais que j'avais dit qu'on en avait fini pour aujourd'hui, mais bon, on va dire que je me suis trompé. Et ensuite, dans les fonctions, on peut ajouter une nouvelle fonction. Cette fonction-là va nous servir à obtenir toutes les cases qui ont un certain state sur elles, comme ça on va pouvoir les accéder rapidement et ensuite toutes les vider si on veut ou faire autre chose. Donc j'ai nommé la fonction getAllTileWithStates, je lui passe un state en input qui est un enum tileState et je retourne une liste de endpoints qui s'agit des index des cases qui ont ces states-là. Pour ce qui est de la logique de la fonction, c'est relativement simple, donc la voici. On commence par accéder toutes les valeurs qui sont dans nos grid tiles, comme ça on va avoir accès à toutes les structures de toutes nos cases. Ensuite, je fais une for each loop ici pour pouvoir les vérifier toutes une par une, et ici on compare pour savoir si la case contient le state qu'on reçoit en input. Ici c'est le cas, et bien ça veut dire qu'on veut retourner l'index de notre tile à la fin de notre fonction, donc ici je me suis créé une nouvelle variable locale qui est une liste de endpoints et j'ajoute l'index dans la variable. Et ensuite, à la fin de la fonction, je retourne tous les index qui contenaient l'index que nous recevons en input. Vu qu'on loupe à travers toutes les cases de notre grille, c'est pas vraiment la fonction la plus performante, mais vu qu'on ne callera pas cette fonction-là vraiment souvent, ça va être suffisant pour nos besoins pour l'instant. Ok, bon, maintenant faisons la fonction qui va clear les states, donc nouvelle fonction. Donc ma fonction, je l'ai nommée clearStateFromTiles et je lui passe un state en input que je nomme state. Et ensuite, il suffit simplement de getter toutes les tiles avec le state qu'on reçoit en input, looper à travers tous ces index et finalement appeler la fonction removeStateFromTile en lui passant l'index et le state. Et voilà, maintenant on a une fonction qui clear les states de nos tiles et on va l'utiliser dans notre action, donc on peut retourner dans notre action showTileNeighbor. Et je l'appelle ici au tout début de la fonction executeAction. Donc au début de la fonction, on clear tout le isNeighborState de notre grille au complet et ensuite on peut simplement looper à travers tous nos neighbors et les rajouter sur nos states.
Et c'est tout, on peut maintenant retourner dans le level et faire play, juste pour voir comment ça fonctionne. Je vais aller dans mon pathfinding, show tile neighbors, et maintenant, si j'over une case ou si je clique sur des nouvelles cases, on peut voir que ça désélectionne les cases qui étaient sélectionnées avant. Donc, je n'ai plus maintenant une tonne de cases roses qui ne servent à rien, et ça sélectionne seulement la dernière action que j'ai utilisée. Parfait, donc ça fonctionne parfaitement, on peut faire stop. Parfait, donc maintenant notre fonction fonctionne pour montrer les 4 voisins qui sont adjacents à notre case, mais par contre j'aimerais aussi ajouter les diagonales avant de passer à la prochaine. Donc ici j'ai la diagonale plus 1 plus 1, la diagonale moins 1 plus 1, moins 1 moins 1 et 1 moins 1. Donc on va aller rajouter les diagonales avant de passer à la prochaine shape. Et on va aller faire ça dans notre pathfinding et dans notre fonction getNeighborIndexesForSquare. Et ici, j'ai commencé par me rajouter une nouvelle variable d'input, un booléen cette fois que j'ai nommé includeDiagonals, et elle va nous dire si on veut ajouter les diagonales ou non à notre arrêt ici. Ensuite, je me suis rajouté une branche ici, et si c'est false, eh bien ça veut dire qu'on ne veut pas inclure les diagonales, donc on veut simplement avoir ce qu'on avait déjà avant, donc on retourne le code comme ça ici. Mais par contre, si on voulait retourner aussi les diagonales, au lieu de retourner directement les 4 côtés comme ça ici, directement à la fin de notre fonction, on va commencer par les mettre dans une locale variable ici. Comme ça, on va pouvoir rajouter les diagonales à l'intérieur de cette variable-là. Et on append de cette façon. Donc, je prends mon array qui est ici et je fais un append dessus en lui passant un deuxième array qui contient mes diagonales. Donc, on a le plus 1 pour en haut à droite, on a le moins 1 plus 1 pour le en bas à droite, on a le moins 1 pour en bas à gauche et on a le plus 1 moins 1 pour le en haut à gauche. Donc maintenant, notre array contient les deux, il contient les cases adjacentes et les cases diagonales. Et finalement, il ne reste plus qu'à retourner la variable à la fin de la fonction. Bon, maintenant on a fini cette fonction, il faut juste aller lui dire si on veut inclure les diagonales ou non, donc on va retourner dans l'autre fonction qui appelle cette fonction-là ici. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai simplement rajouté une nouvelle variable de type booléen que j'ai nommée includeDiagonals et ensuite je la passe à notre fonction getNeighborIndexes. Et maintenant, il faut remonter une dernière fois pour pouvoir passer le paramètre ici à notre fonction et ça, on va aller faire ça dans notre action showTileNeighbors ici. Et ce que je vais faire, c'est me créer une variable qu'on va pouvoir setter dans l'interface. Donc, clic droit, Promote to Variable, que j'ai aussi appelé includeDiagonals. Maintenant, on va aller l'appliquer dans notre interface, donc je vais retourner dans Button Action showTileNeighbors et je vais aller dans le designer en premier. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis racheté une vertical box autour de mon bouton pour ensuite pouvoir ajouter une checkbox à l'intérieur. La checkbox a 2 de padding et ensuite j'ai mis un texte à l'intérieur de la checkbox qui s'appelle includeDiagonals. Pour le texte, j'ai changé le typeface pour qu'il soit régulier et le size pour qu'il soit 10. Bon, maintenant on peut simplement sélectionner notre checkbox, aller complètement en bas à droite et implémenter l'événement qui se fait appeler quand le state de la checkbox y change. Et ici, j'ai apporté mon événement à côté des autres événements et je peux le connecter au reste de mon flow de cette façon. Et ensuite, ici, on n'aura pas besoin de la séquence, enfin on n'aura pas besoin de tout ce qui est ici en bas et on n'aura pas besoin de tout ça ici en haut. Dans le fond, on va juste accéder au bouton du left-click qui est ici. Qu'on va ensuite caster vers notre nouvelle action qu'on vient de se créer, donc action showTileNeighbors, pour valider que cette action-là est bien sélectionnée en ce moment. Et si c'est le cas, eh bien on veut pouvoir setter la variable de notre includeDiagonals ici en lui passant le résultat de notre checkbox. Donc on regarde si la checkbox est cochée et si c'est le cas, eh bien on la passe à notre includeDiagonals. Donc ça va nous dire à notre fonction d'inclure les diagonales quand on recherche les neighbors. Et finalement, dernière petite chose avant qu'on ait fini, c'est qu'on veut cacher notre checkbox lorsque la selected action n'est pas l'action de notre showTileNeighbors, comme ça on ne verra pas une checkbox pour rien, mais par contre on veut la mettre visible lorsque c'est le cas. Donc on voit seulement la checkbox lorsque la selected action est vraiment showTileNeighbors. Et voilà, je crois qu'on a maintenant terminé. Je vais retourner dans mon niveau et faire play. Maintenant dans mon pathfinding, si je coche mon bouton, on voit que la checkbox apparaît. Si je la désélectionne, la checkbox disparaît. Ok, déjà là c'est bien. Ensuite, si j'exécute mon action sans sélectionner ma checkbox, on voit que j'ai seulement les cases adjacentes qui sont sélectionnées, mais si je coche la checkbox, je devrais avoir les diagonales. Et voilà, j'ai toutes les diagonales plus les cases adjacentes lorsque ma checkbox est cochée. Je peux la décocher et la cocher pour avoir des résultats différents. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à aller faire les autres types de cases. Donc on va faire stop et aller faire ça. Donc on va retourner dans notre pathfinding pour aller faire nos hexagones cette fois. Donc nouvelle fonction à gauche ici. Je l'ai nommé getNeighborIndexesForHexagon et je lui passe un index en input et je retourne une liste d'index pour les neighbors. Cette fonction-là n'a pas vraiment besoin d'un input pour nous indiquer si on veut des diagonales ou non parce qu'il n'y a pas vraiment de case diagonale pour les hexagones. Et c'est maintenant le temps du deuxième screenshot. Ici au milieu, on a la case qui est sélectionnée et on veut retourner tous ces neighbors. Neighbors qui sont ces cases-là, donc on a le 1, 1, 0, 2, moins 1, 1, moins 1, moins 1, 0, moins 2 et 1, moins 1.
Et ça, dans le fond, c'est les valeurs qu'on va ajouter par-dessus notre index qu'on reçoit en input et ça va nous donner tous ses voisins. Donc, on va pouvoir les retourner à la fin de notre fonction comme on a fait pour le carré. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, on a nos 6 cases voisines de notre case sélectionnée. Et les valeurs qu'on a ici, ça ressemble beaucoup aux valeurs du carré plus les diagonales, sauf pour le droite et le gauche, parce que ces deux variables-là, ils sont en plus 2 et moins 2 à la place de plus 1 et moins 1. Et maintenant, on va aller connecter cette fonction-là à l'intérieur de notre fonction principale, mais par contre, j'ai oublié de la mettre pure, donc on va juste la sélectionner, cocher la case qui est pure ici, et on peut retourner dans notre fonction principale pour la connecter. Et ici, c'est la même chose que pour le carré, donc on appelle notre nouvelle fonction, on lui passe l'index et on retourne les neighbors. Bon, maintenant, on va juste aller tester voir si ça fonctionne, on va compile, play... On va montrer un environnement qui est vide, on va dire pour l'instant, et on va montrer une grille hexagone. Et maintenant, je vais aller dans ma table de Pathfinding, sélectionner ma nouvelle action, et si je clique sur ma grille, ok, parfait, on dirait que j'ai les bons neighbors pour les cases que je sélectionne. Et c'est la même chose, si je vais super vite, on dirait que toutes les cases sont bonnes. Parfait. Ok, c'est maintenant le temps d'aller faire la dernière forme de notre grille, donc je retourne dans mon Pathfinding et je me crée une nouvelle fonction. La fonction s'appelle getNeighborIndexes for Triangle, je lui passe un index et j'ai inclus le booléen pour les diagonales parce qu'il y a des diagonales pour nos triangles, on va dire, c'est une grid qui est quand même étrange, et je return une liste de neighbors à la fin. Et aussi, j'ai pas oublié de mettre la fonction pure cette fois. Et ça nous amène au troisième screenshot de la vidéo, cette fois pour les triangles. Mais par contre, pour les triangles, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que les autres parce qu'il y a des exceptions. En effet, dans notre grille triangle, on a des voisins différents dépendant si le triangle regarde par en haut ou regarde par en bas. Mais par contre, c'est pas vraiment le cas pour tous les index parce qu'ici on peut voir que pour le triangle qui regarde par en haut et le triangle qui regarde par en bas, les index à gauche et à droite de celui-ci sont les mêmes. Mais par contre, les index du troisième voisin y varient parce qu'à gauche ici, on va voir que le voisin se trouve en bas de notre case qui est sélectionnée, mais à droite, le voisin se trouve en haut de la case sélectionnée, donc son index est différent. Et il va donc falloir rajouter des conditions dans le code pour vérifier si la case regarde par en haut ou la case regarde par en bas. Mais bon, avant de rajouter des exceptions, on va commencer par faire les index qui sont pareils dans les deux cas, donc ici j'ai ma case qui est à gauche et ma case qui est à droite de mon triangle, peu importe s'il est inversé ou non. Et ensuite, on peut rajouter notre condition pour regarder si le triangle regarde par en haut ou regarde par en bas. Et on fait ça en prenant notre endpoint qu'on split pour pouvoir avoir accès au x et au y indépendamment. Ensuite, pour les deux x, y, on regarde s'ils sont pairs. S'ils sont pairs les deux, ça veut dire que notre triangle regarde par en haut, donc on fait un égal ici pour savoir s'ils sont égaux l'un à l'autre. Donc si les deux sont pairs, notre triangle regarde par en haut, et c'est la même chose si les deux sont impairs. Si les deux int sont impairs et qu'ils sont égaux l'un à l'autre, ça veut dire que le triangle regarde par en haut aussi. Et si le triangle regarde par en haut, eh bien on va ajouter la case qui se trouve en dessous de celui-ci, puisque c'est le troisième côté du triangle qui nous intéresse, et on le fait de cette façon. Donc on fait un add sur notre array en lui passant le nouvel index. Et ensuite, si le triangle regarde par en bas, on fait l'inverse et on ajoute la case qui se trouve en haut de celui-ci. Et c'est tout pour les voisins qui sont immédiats, donc si jamais on ne voulait pas ajouter de diagonale ici, donc c'est false, eh bien on peut simplement retourner la fin de notre fonction. Et c'est maintenant le temps des diagonales, et dans mon cas, j'ai décidé que les diagonales allaient être ces cases-là en vert ici que vous voyez, et encore une fois, dans les deux cas, si le triangle regarde par en haut ou regarde par en bas, les index sont complètement différents. Donc il faut rajouter une condition et retourner différents index dépendant si le triangle regarde par en haut et regarde par en bas encore une fois. Donc ici, je fais la même chose, je commence par regarder si mon triangle regarde par en haut ou par en bas. Et ensuite, si le triangle regarde par en haut, je fais un append sur ma liste en lui passant ces index ici, donc la case qui est en haut, en bas à droite et en bas à gauche. Et voici les index qu'on utilise si le triangle regarde par en bas. Donc on a la case qui est en dessous, la case qui est en haut à droite et la case qui est en haut à gauche. Et c'est tout, on peut enfin retourner notre liste à la fin de notre fonction. Maintenant on va retourner dans notre fonction principale pour appeler cette nouvelle fonction. Et on peut la connecter de cette façon. Donc on lui passe l'index et les diagonales et on retourne le résultat. Ok, on peut maintenant aller tester. On va compiler, retourner en level, faire play. On va cacher l'environnement pour l'instant et montrer une grille de triangle. Et maintenant, si on va dans notre pathfinding et qu'on sélectionne notre action, on peut dessiner sur notre grille les neighbors de chacune de nos cases et ça fonctionne très bien. On voit que les neighbors semblent faire du sens en tout temps, parfait, peu importe si la case regarde par en haut ou par en bas. Par contre, maintenant, si on inclut les diagonales, on va voir si ça fonctionne. OK. C'est étrange, mais ça fait du sens. On dirait que les diagonales fonctionnent aussi. Le pattern est un peu étrange, mais bon, on dirait que c'est ça que ça donne. Eh bien. Anyway, fait que là, on est fini avec tous nos types de cases. Donc, on a le carré, l'hexagone et le triangle qui fonctionnent et qui nous retournent tous les bons neighbors. Parfait.
Et il ne nous reste plus qu'une dernière chose à faire avant de terminer la vidéo, et c'est d'ajouter des conditions dans notre fonction avant de retourner nos index. Des conditions qui vont nous permettre de valider nos index pour savoir s'ils sont valides ou non avant de les retourner en output à notre fonction. Et en fait, il y a seulement deux checks que je veux faire pour la vidéo d'aujourd'hui. Le premier check que je veux faire, c'est un check sur le tile type parce que je veux seulement retourner les cases qui sont walkable. Je ne veux pas que mon pathfinding prenne en compte les cases qui ne sont pas walkable. Donc, par là, je veux dire les obstacles ou les cases qui sont en dehors de notre grille, comme celle-là ici. Ici, on ne le voit pas vraiment parce que notre grille ne spawn pas de cases lorsque la case est invalide, mais par contre, notre fonction les retourne. Donc, en ce moment, si je sélectionne la neighbor qui est ici, ça retourne toutes les cases qui sont autour, incluant la case qui est en dehors. Même chose pour les cases qui sont à côté des obstacles. Si je sélectionne la case qui est ici, ça nous retourne la case qui est en dessous de l'obstacle qui est juste là. Et ça, on veut vraiment pas ça. On veut juste inclure les cases qui sont walkable par les units, donc les cases normales. Et le deuxième check que je veux rajouter, c'est un check de hauteur parce que je veux m'assurer que les cases ne soient pas trop hautes ou trop basses avant de les retourner comme neighbor valide. Parce que par exemple, si je m'en vais sélectionner la case qui est ici, on peut voir que la case qui est en haut est considérée comme étant un voisin valide et vice versa. Si je sélectionne la case qui est en haut, la case qui est en bas est considérée comme étant un voisin valide. Et ça, je veux pas ça. Je veux pas que mes unités soient capables de sauter de bas en haut ou de haut en bas quand la case est trop haute comme ça ici. Donc pour empêcher ça, on va s'assurer que la différence de hauteur entre la case qui est en haut et la case qui est en bas n'est pas trop grande comme les cases qui sont ici par exemple. Ici c'est correct, les unités peuvent monter d'une marche à la fois pour se rendre en haut complètement. Mais ici ça fait aucun sens, là, que les unités soient capables de passer d'en bas à en haut en juste sautant comme ça, c'est beaucoup trop. Donc on va juste assurer que les unités puissent seulement monter d'une case à la fois. Donc, on est maintenant de retour dans notre fonction qui nous retourne nos neighbors et en fait, je vais commencer par dupliquer la fonction parce que je crois que ça va être un petit peu plus propre si on fait ça comme ça. Donc, je vais dupliquer ma fonction getValidTileNeighbors et je vais la renommer getNeighborIndexes à la place. Et en fait, je vais rien changer dans cette fonction-là du tout. Je vais juste retourner dans mon getValidTileNeighbors. Et ici, je vais simplement tout remplacer par la nouvelle fonction qu'on vient de créer. Donc, je vais juste supprimer tout ça ici et le remplacer par la fonction qu'on vient de créer et la connecter au début de notre fonction. Donc voilà, on a tous les index de nos voisins ici et on peut looper à travers pour faire nos vérifications. Et ensuite, comme on a besoin d'avoir accès aux data de nos cases pour obtenir leur type et leur hauteur, je pige directement dans les grid tiles de ma grid, je fais un find et je save le résultat dans une locale variable. Pour le premier check, c'est simple, on fait juste regarder si le type de notre case est walkable avec une branche comme ça ici. Pour le deuxième check, le check de hauteur, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut comparer le transform de notre case qui est ici avec le transform de la case qu'on reçoit en input. Donc, il faut aussi avoir accès aux data de notre case qu'on reçoit en input, ici. Donc, premièrement, pour garder ça un petit peu plus propre, j'ai déconnecté mes pins qui étaient connectés directement ici et je les ai remplacés par les variables à la place. Et entre les deux ici, je pige directement dans les grid tiles avec mon index qu'on reçoit en input de notre fonction et je le sauvegarde dans une variable que j'ai nommée inputData. Et maintenant qu'on a les deux, le data et le input data, on peut les splitter jusqu'à ce qu'on ait accès à la hauteur de nos cases. Donc on split et on split ici pour avoir la location Z ici. Même chose pour l'autre. Ensuite, on obtient la différence de hauteur entre les deux cases de cette façon ici. Et on peut enfin comparer la différence de hauteur entre nos deux cases ici avec la hauteur de notre grid tile size ici, donc la grandeur d'une de nos cases en Z, ce qui nous donne la hauteur d'une de nos cases de notre grille. Donc on compare et on regarde si la différence de hauteur entre nos deux cases est plus petite ou égale à la hauteur de une de nos cases de notre grille et on connecte ça dans une branche. Et ici, si la branche est true, ça veut dire que notre case est valide et qu'on veut le retourner à la fin de notre fonction, mais pour l'instant, on n'a pas de variable pour contenir le résultat qu'on veut retourner à la fin de notre fonction, donc on va se créer une nouvelle locale variable. Je l'ai nommé RET pour return et c'est une liste de int_point. Et je peux donc faire un add sur la liste qu'on vient de se créer pour ajouter notre data index. Et maintenant, il faut juste retourner notre variable à la fin de la fonction, et la fin de la fonction est juste ici, la return node est là, et elle va se terminer lorsque notre for each loop est complété. Donc on connecte le completed dans notre return, et on prend notre variable RET ici, qu'on peut connecter à nos neighbors dans notre return node, comme ça ici. Et voilà, on devrait maintenant pouvoir aller essayer tout ça. Je vais retourner dans Entry, faire Play. Je vais agrandir ma grille pour qu'elle englobe les marches que j'ai ici. Ensuite, je peux faire mon Show Tile Neighbors et maintenant, si je sélectionne les cases, on voit que ça sélectionne seulement les cases qui sont à la bonne hauteur. Donc ici, la case qui n'est pas sélectionnée parce qu'elle est trop haute, mais celle-là ici, elle fonctionne. Et même chose pour les cases qui sont ici, et même chose à l'inverse. Si je suis en haut, ça ne sélectionne pas les cases qui sont en bas. Parfait. Et voilà, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je crois que ça fait très longtemps qu'on travaille et on a besoin d'un petit peu de repos, donc on va se revoir dans la prochaine. Bye bye!